du monde, coût élevé perçu du rejet et valeur élevée de la relation. J'ai l'impression que c'est comme... Oui, c'est un petit peu relié. Mais c'est que souvent, la valeur élevée de la relation n'est pas nécessairement liée au coût élevé du rejet. Comme dans l'exemple que je donnais tantôt, supposons que tu te fais rejeter par quelqu'un, mettons au secondaire, que tu n'es pas vraiment ton ami, mais le rejet de cette personne-là amène le rejet de tout ton groupe d'amis. Alors, vois-tu, dans ce cas-ci, le rejet n'est pas associé à une valeur élevée de cette relation-là, mais il y a un coût élevé associé. T'sais. Ou des fois, ça peut être dans un couple, les partenaires ne s'aiment plus, il n'y a plus vraiment de valeur élevée de leur relation, mais le coût de ce rejet-là, de cette séparation-là, par exemple, est élevé sur le plan financier, sur le plan... Alors voici, ce n'est pas nécessairement relationnel ici, le coût élevé. C'est une bonne question, c'est pas nécessairement évident à distinguer. Mais la valeur, ça pourrait être quelqu'un que tu aimes beaucoup. Oui, ça pourrait aussi être ça, oui. Ah oui, la valeur, oui, essentiellement, ce serait ça, là, à ce moment-là. La valeur élevée de la relation, oui. C'est la relation qui est importante. Je vais, à partir du souvenir que vous avez décrit, je vous ai posé différentes questions qui, essentiellement, mesuraient deux choses. Vos besoins psychologiques dans cette situation précise-là, et également la caractéristique perçue, évidemment, du rejet que vous avez décrit. Donc, ce que je vais faire ici, je vais mettre en relation tout simplement les besoins, donc à quel point chacun des besoins était satisfait, ou évidemment, dans le cas qui nous intéresse, frustré. Hein? Et on va mettre ça en relation avec les différentes caractéristiques du rejet. Lorsqu'on perçoit justement qu'un rejet a un coût élevé, bien souvent on voit que ça va altérer les trois besoins psychologiques. Lorsque dans un rejet diminue vos sentiments, vos besoins de compétence, d'autonomie et d'appartenance, bien souvent c'est parce que ce rejet-là est associé à un coût élevé. Lorsqu'on perçoit par contre qu'il y a des relations alternatives à un rejet, on voit que le rejet est vécu quand même avec plus de compétences et plus d'appartenance. Pas nécessairement plus d'autonomie, mais plus de compétences et d'appartenance. Comme si déjà dans le rejet, il y a déjà une connexion, on se sent déjà connecté malgré tout à d'autres personnes, malgré le rejet. Parce que justement, on est capable de percevoir qu'il y a des relations alternatives. Lorsqu'on perçoit qu'il y a une possibilité de réparer la relation, bien, on vit quand même un sentiment plus important d'appartenance, mais pas nécessairement d'autonomie et de compétence. Lorsqu'il y a une valeur élevée de la relation qui est perçue, il n'y avait pas de lien ici avec aucun des trois besoins. Et lorsqu'on voit qu'un rejet est chronique, à ce moment-là, ça semble frustrer l'ensemble des trois besoins. Et finalement, lorsqu'il y a une injustice perçue, bien là aussi, ça semble frustrer les trois besoins. Donc, sur la base de ça, on pourrait se dire quand même que le genre de rejet qui a un impact le plus important sur les besoins psychologiques, bien, c'est lorsque ce rejet-là a un coût élevé et qu'il est chronique et qu'il est injuste. Okay, donc, vous voyez, sur cette base-là, on peut voir un petit peu que ces caractéristiques-là peuvent affecter de façon distincte la façon dont on va vivre un événement de rejet sur le plan des besoins psychologiques. Et comme tu en parlais tantôt, il y avait quelqu'un qui me parlait de ça, comment un rejet affecte l'appartenance, oui, mais peut affecter la compétence de l'autonomie. On voit ici que c'est le cas, mais particulièrement pour lorsque le rejet est associé à un coût élevé, chronique et injuste. Maintenant, on peut démontrer le modèle multimotif d'une certaine façon en allant corréler justement les caractéristiques des rejets que vous m'avez racontés avec les actions que vous avez commises, que vous avez exécutées suite à ce rejet-là, à savoir si c'était des actions prosociales, est-ce que vous avez tenté de revenir là-dessus avec la personne, est-ce que vous avez évité la personne par la suite ou est-ce que vous avez tenté de blesser l'autre, une réaction antisociale. Donc, on peut corréler ici les différentes caractéristiques pour voir si ça concorde avec le modèle multimotif du rejet. Essentiellement, ce que ce modèle-là nous disait, c'est que quand il y a un coût élevé associé à la relation, les gens vont réagir
de façon plus prosociale. Et c'est cette relation-là qu'on a retrouvée à partir de vos données associées à votre souvenir, à un épisode de rejet. Et essentiellement, le modèle multimotif ne nous dit pas que ça va être associé négativement ou positivement avec ces autres actions-là. Et essentiellement, c'est ce qu'on retrouve là aussi. J'ai mis en rouge dans le tableau les effets qui ne sont pas concordants avec le modèle multimotif. Lorsque vous percevez dans votre rejet qu'il y a des relations alternatives, bien, effectivement, vous faites moins de comportements prosociaux et plus d'évitement, comme ce qui est prédit par le modèle multimotif. Réparation, si vous percevez qu'il y a possibilité de réparation, vous faites plus de comportements prosociaux, moins d'évitement, mais c'est là que vous êtes bizarre un peu, vous faites aussi plus de comportements antisociaux. Je percevez qu'il y a une capacité de réparer la relation, t'es mon esti. Mais vous y avez des fleurs aussi. C'est bizarre. Lorsque vous percevez qu'il y a une valeur élevée, faites plus de comportements antisociaux, prosociaux, plus de comportements prosociaux, moins d'évitement, hein, et ici il y a une corrélation non significative avec antisociaux. Le modèle multimotif prédisait ici qu'on devrait retrouver des relations négatives. Donc vous faites des comportements antisociaux seulement qu'il y a une possibilité de réparer. Lorsque vous percevez une certaine chronicité, vous faites effectivement plus d'évitement, comme prédit par le modèle multimotif, mais vous faites également moins de comportements prosociaux. C'est quand même logique, quand même, on pourrait peut-être même l'ajouter au modèle multimotif, que dans certains cas, une chronicité, si c'est à court terme, peut mener à des comportements prosociaux, mais négativement, évidemment, excusez-moi, mener à moins de comportements prosociaux. Dans l'exemple que je vous avais donné, un enfant au secondaire qui se fait rejeter, intimider souvent, fréquemment, au début, des fois, il va tenter certains comportements antisociaux, mais quand il voit que ça ne fonctionne pas, il va tomber dans l'évitement. Donc peut-être qu'on voit la chronicité à court terme, peut-être que ça engage les gens vers moins de comportements prosociaux. Et finalement, lorsqu'il y a une injustice perçue, bien, comme le modèle multimotif le prédit, vous avez plus tendance à tomber dans des actions antisociales. Maintenant, j'aimerais, toutes ces diapositives-là, je les ajoute tous aux notes de cours par après sur le site web. J'aimerais vous parler maintenant, il y avait d'autres choses qu'on regardait dans ce questionnaire-là, soit les conséquences que ça avait eues chez vous, ou en fait, les conséquences que ce rejet-là a encore aujourd'hui chez vous. Et je vous avais mesuré l'estime de soi avant que vous me racontiez votre souvenir et immédiatement après. Évidemment, on voulait voir le changement d'estime de soi qui pouvait survenir. Donc, pour éviter que vous essayiez de répondre parfaitement à ce que vous aviez répondu avant, j'avais utilisé une barre à glissement, un slider, avant-après. Comme ça, c'est plus subjectif un petit peu. Votre souvenir aurait pu altérer votre estime de soi après. Comme ça vous permettait de répondre des choses nécessairement différentes. Puis, je vous demandais aujourd'hui, des souvenirs que vous m'avez racontés en moyenne qui datent de 7 ans. Il y en a que c'était encore plus vieux que ça. J'en ressens encore la douleur aujourd'hui. Cet événement m'affecte encore aujourd'hui. Où j'ai peur que de telles situations se reproduisent. Ici, dans le fond, on mesurait un petit peu ici le sentiment non restauré d'acceptation, si vous voulez, ou de rejet, ce que je vous ai montré à l'extrême droite du tableau du modèle multimotif du rejet. Essentiellement, ça mesure un petit peu les conséquences, si vous voulez, physiques et psychologiques, mentales, les conséquences négatives. Dans les conséquences positives, je trouve que j'ai beaucoup changé depuis, positivement évidemment, et je ne serais plus autant affecté si un tel événement se reproduisait aujourd'hui, ou cet événement fait de moi quelqu'un de plus fort aujourd'hui. Donc, vous voyez, même avec un rejet négatif, on peut en tirer quelque chose. Ici, vous voyez les conséquences positives qu'on a mesurées. C'est sur comment est-ce qu'on trouve que notre soi a changé depuis cet événement-là. Qu'on est devenu une autre personne, essentiellement, ou qu'un événement comme ça, on se sent plus fort aujourd'hui, et que ça ne nous affecterait plus comme ça. On s'est construit à travers cet événement-là. Donc, un petit peu, si vous voulez, ça c'est une forme un petit peu de résilience ou de sens que les gens ont fait d'un rejet. Les gens ont travaillé sur un rejet
et se sont construits à travers ça, hein, et ont changé à travers ça, et se perçoivent distinctement à travers ça. Donc ça, ce sont des conséquences positives qu'on peut retrouver associées à un rejet. Oui? Est-ce que ça se peut que les conséquences négatives viennent plus de la fuite, les conséquences positives plus de l'affrontement? Ouais, excuse-moi, tu poses la question, puis il m'est venu vraiment. Oui, toi là-bas dans l'ombre. J'ai vraiment pas fait ça. Quand on parle de overload cognitif, ça va faire. Tu veux répéter ta question? Est-ce que ça se pourrait que les conséquences négatives viennent plus de la fuite, de la situation? La personne n'a jamais vraiment fait face dans le fond. Ça serait les conséquences Les positives? conséquences positives, c'est que la personne en aurait fait face. Ah, puis négatives, ça serait la fuite? C'est ça. En fait, on pourrait mettre ça en relation avec les caractéristiques, excuse-moi, pas les caractéristiques du rejet, mais les comportements que la personne a eus suite au rejet. Puis effectivement, je les ai regardés, je ne les ai pas incluses, je ne voulais pas mettre trop de résultats, mais si je me rappelle bien, effectivement, c'est relié. Prosocial va être relié à plus de conséquences positives, évitement, effectivement, à plus de conséquences négatives. Et surprenamment, antisocial, c'était, je pense, avec un peu un positif. C'est bizarre, ça. mais je ne les ai pas présentés, mais tu as raison, je pense qu'on a cette relation-là par rapport à l'évitement, ouais. Donc, on mesurait ces différentes choses-là, et comme je vous disais, on mesurait l'estime de soi avant et après. Donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est après avoir raconté votre rejet, est-ce que, votre souvenir de rejet, est-ce que votre estime de soi va diminuer, comme le prédit le modèle du sociomètre, si vous voulez, hein, un rejet va diminuer l'estime de soi, ou est-ce que ça va peut-être augmenter, parce qu'ici, évidemment, c'est pas la même chose, hein? C'est un rejet que vous avez déjà vécu dans votre vie et que vous avez pu travailler, vous êtes peut-être déjà une autre personne par rapport à ça, hein, devenue une autre personne. Vous ne vous percevez plus comme vous vous perceviez dans le temps, et donc vos relations également ont évolué avec les autres, donc votre estime de vous-même peut être plus élevée. Donc, même on pourrait penser que se rappeler d'un certain souvenir peut augmenter même l'estime de soi suite à un souvenir de rejet. Et ce qu'on trouve, bien, essentiellement, c'est que ceux qui perçoivent que ce rejet-là a encore chez eux des conséquences négatives de cet ordre-là, bien, ils vont diminuer d'estime de soi. Leur estime de soi va diminuer suite à la description de leurs souvenirs. Par contre, les gens qui perçoivent qu'ils ont beaucoup changé depuis, qu'ils ont fait sens de ce rejet-là, hein, ou qui se sentent plus forts aujourd'hui grâce à ces événements-là, bien, vont rapporter une estime de soi plus forte, augmentée. Et également, on pourrait dire, peut-être aussi, on ne l'a pas mesuré ici, mais on aurait pu dire à quel point vous trouvez que vous êtes bien entouré aujourd'hui. À quel point vous trouvez que votre valeur relationnelle est importante. Et probablement que ça aussi, ça aurait prédit une augmentation d'estime de soi suite à la description du souvenir. Donc, vous voyez ici, c'est pas parce qu'on a subi un rejet, hein, qu'on est pris toute notre vie avec une faible estime de soi. Hein, essentiellement, un rejet va avoir un impact sur l'estime de soi, et surtout, évidemment, quand ce sont des rejets importants, mais lorsqu'on reste un petit peu pris avec les conséquences de ce rejet-là, lorsqu'on a peur que ce rejet-là ressurvienne, par exemple. Si on a peur qu'il ressurvienne, c'est parce que souvent, il y a peut-être une mise en sens qui n'a pas été encore faite de ce rejet-là, ou on croit qu'on n'est pas assez fort pour affronter ces situations-là. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut aller chercher les ressources pour se construire à travers ce genre d'événement-là. Parce que comme on l'a dit au début du cours, on a tous été rejetés, hein, on va l'être encore dans notre vie. Essentiellement, ce qu'il faut faire avec ces expériences-là, c'est les transformer en force. Hein, et on voit ici que lorsqu'on réussit à faire ça, bien, ça peut même contribuer positivement à notre estime de nous-mêmes. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? OK, je vous propose une question quiz. Et là, évidemment, ben, je vous lis les instructions, vous répondez 1, 2, 3, celui qui lève la main le plus rapidement, celui qui a la bonne réponse, ben, on l'accepte
Hein? On l'applaudit, on se fait sentir avec une haute valeur relationnelle. Et s'il n'a pas la bonne réponse, on le hue, on l'exclut et on lui lance nos choses. Et il se sent comme ça. OK? Alors, vous êtes prêts? Alors, selon la théorie de Mark Leary, le modèle du sociomètre, l'estime de soi sert à de motifs de consultation fréquemment en clinique, à avoir l'air moins fou lorsqu'on tombe dans les marches, à détecter les faux sourires, à indiquer notre degré d'inclusion, d'exclusion sociale, à s'aimer plus. Vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1, oh! D. Oui, D, c'est la bonne réponse, évidemment. À détecter les faux sourires, mais non. À indiquer notre degré d'inclusion et d'exclusion sociale, effectivement. Bravo! Hey! On l'aime! On l'aime beaucoup. Si tout le monde peut lui faire un câlin avant la semaine prochaine, merci à la semaine prochaine.